Puis je rêve à des aménagements comestibles un peu partout. Il y a encore beaucoup de monde qui va à l'épicerie. Ça pourrait vraiment changer la société. C'est une révolution, là. En fait, on essaie d'inverser la tendance, là, de recréer un peu cette force-là du nombre. Puis quand on a goûté à ça, ce plaisir-là, on revient pas en arrière, puis on en contamine d'autres autour de nous. Oui. Alors, je suis dans une banlieue bien gazonnée, mais je vais vous montrer le terrain qui m'a inspiré ce beau reportage. Alors, le voici. Attention. Alors, regardez la transition entre le gazon puis l'abondance. Alors, il s'agit d'un aménagement comestible. Salut Guillaume. Salut. Contente d'être ici. On est au Paysage Gourmand. Ça fait longtemps que je voulais venir te voir. Ça fait plaisir. Alors, Paysage Gourmand, c'est quoi ça, ce concept-là? Ben, Paysage Gourmand, c'est une entreprise d'aménagement paysager comestible. Et ici, on est sur la pépinière de Paysage Gourmand. Donc, toutes les plantes qu'on amène chez nos clients prêtes à planter, ben, ça part d'ici. C'est produit ici pour la plupart. Alors, voilà, c'est ça. Est-ce que toi, tu es le propriétaire? C'est-tu ton idée? Oui, moi, je suis le propriétaire. Comment cette idée-là est venue, dans le fond, c'est qu'à la base, moi, je suis né gourmand. J'ai toujours été gourmand depuis que je me rappelle mes premiers souvenirs, là. Puis, j'ai développé rapidement un côté écologiste, même un peu puriste. Fait que je me suis demandé, là, vers l'âge de 18 ans, qu'est-ce que je peux faire dans la vie pour apporter un changement positif dans ce monde. Ouais. Puis, ben, l'alimentation, ça touche tellement de sphères de nos vies, c'est tellement majeur, c'est tellement important, puis c'est une source de pollution quand c'est pas bien fait. Ouais. Donc, je me suis investi là-dedans. J'ai été étudié d'abord à la Pocatière pour faire pousser des plantes, pour nourrir les gens. Okay. Et puis, ben, après 2 ans d'expérience de maraîchage, de production de légumes, des stages aussi en production fruitière, puis aussi une autre expérience assez fondatrice, j'ai parti une entreprise de fleurs. Okay. De production de fleurs comestibles. Donc, pour amener un maximum de fleurs, faciliter ça pour que les gens puissent manger ça au quotidien. Fait que des pestos de fleurs, par exemple. Wow. Qu'on puisse mettre sur nos toasts, dans nos pâtes, dans des plats de riz, un peu partout. C'est vraiment une diversité. On est vraiment au tout début du florivorisme, là, si on veut. Là. On est habitué de manger du chou-fleur, de l'artichaut. C'est rare. Considéré des fleurs, ça, dans le fond. Ouais, chou-fleur, brocoli, artichaut, mais en dehors de ça, il y a tellement de possibilités. On le voit derrière moi, là, toutes les fleurs que vous voyez ici se mangent. En fait, quelque chose de particulier de Paysage Gourmand, ça aide à comprendre où on se situe ici. Là, quand je dis aux gens, là, tout ce que vous voyez comme plante, il y a quelque chose qui se mange à un moment donné ou à un autre de la saison. OK. Ça peut même aller jusqu'à l'hiver. Des fois, il y a des fruits qui restent, qui sont persistants l'hiver. Du mois d'avril, je dirais, jusqu'au mois de mars, moi, je cueille des choses ici sur le terrain. Ça peut être la fleur, des fois, ça peut être les feuilles, ça pourrait être les racines. Ouais. C'est toutes ces parties-là, ça peut être le fruit. OK. Il y a plein... des fois, c'est tout ça. Il y a des plantes qui sont toutes comestibles de la tête aux pieds. Ben, ici, on a à peu près 450 ou 500 variétés de toutes les couleurs, de toutes les saveurs, de toutes les hauteurs, ce qui permet d'aménager toutes les situations. Donc, que ça soit à l'ombre, au soleil, même des plates-bandes dans un sol acide. OK. Il y a des possibilités pour ça. OK. Fait que vous avez vraiment toutes les plantes adaptées à chacun de ce qu'un client voudrait chez eux. Puis c'est ce qui est particulier dans le fond de l'entreprise, c'est qu'on fait un paysage qui est esthétique et comestible, tandis que la plupart des aménagements paysagers sont simplement jolis, mais c'est pas basé sur le comestible. Mais là, vous avez cherché... Là, on va au-delà de l'ornemental, mais on a un souci quand même de créer des lieux merveilleux, là, donc de se servir des couleurs, des textures, des floraisons pour amener de la vie aussi, puis amener un côté artistique à tous les terrains, là. Ouais. Mais ce faisant, on amène un gros bonus qui est la valeur alimentaire ajoutée, fait que les récoltes qui suivent. OK. Puis c'est pas plus cher là parce qu'il y a quelque chose. C'est pas parce que après la fleur vient le fruit que la plante coûte plus cher. Puis c'est pas parce que c'est comestible puis que ça se récolte cette plante-là qu'il y ait plus de troubles non plus. L'enjeu, c'est de convaincre les gens que ça sera pas moins joli s'ils vont vers le comestible puis que ça sera pas plus de troubles. Ouais.
Fait que nous, on a focusé là-dessus dès nos départs, là, ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans. Ici, ça fait 9 ans qu'on se trouve à la pépinière Paysage Gourmand. L'année prochaine, on va vraiment fêter nos 10 ans d'installation à Rawdon, dans la Naudière. Mais c'est ça ça m'a pris une ou deux conférences là dans mes débuts. Là. Je faisais déjà des conférences parce que c'était nouveau ce qu'on faisait, puis le monde était vraiment curieux. Vous êtes avant-gardiste, là, vraiment. Ouais, c'est ça. Fait que les gens venaient nous chercher pour qu'on explique ce qu'on fait. On a été pas mal courtisés par les médias au début aussi. Okay. Beaucoup. Fait que j'ai écrit des articles, j'ai passé à la télé pour parler de ces choses-là. Puis rapidement, moi, ça m'a donné quand même une rétroaction un peu par rapport à tout ce que je disais, qui m'a rapidement convaincu que l'enjeu principal, c'est ça. Faut que ça soit joli, qu'il faut pas que ça soit plus de troubles. Puis à partir de ce moment-là, c'est gagné. Là, les gens, ils disent, ben pourquoi pas, si c'est aussi joli, si c'est pas plus de troubles. Moi, je veux cet avantage-là. Ouais. En fait, la raison pour laquelle je t'ai découvert, c'est beaucoup par une voisine. Je vais vous montrer comment c'est magnifique. Je le sais que cette voisine-là est en amour avec son aménagement paysager que vous avez fait. Puis elle se promène tout le temps pour regarder l'évolution, pour manger, pour profiter de son aménagement dans le fond. Là, puis elle est en amour, c'est magnifique. Okay. Ça détonne de partout ailleurs. Là, j'espère que tous les clients sont comme elle. J'espère que tout le monde en profite parce qu'il y a moyen de... C'est un mode de vie, hein, puis il y a moyen de plonger là-dedans, là, tête baissée, puis il y a moyen d'aller vraiment exploiter le plein potentiel d'un aménagement comestible. Tout comme il y a moyen aussi, si on a moins le temps, on est un petit peu moins curieux, il y a moyen quand même d'aménager en comestible puis d'aller chercher les petits bonbons de passage, là, comme j'appelle des fois. Si on parle de un plant de gadelle qui débourre tôt au printemps puis qui est quand même qui est intéressant pour ça. Les fruits sont très décoratifs là-dessus, c'est comme Noël au mois de juillet là quand tu vois ça. Puis ben tu as juste à étirer le bras puis tu prends une grappe puis c'est rafraîchissant, ça te nourrit, ça donne l'énergie. Fait que c'est ça, c'est pas tout le monde qui va nécessairement exploiter chaque possibilité au niveau des racines, de sortir la fourche, se salir les mains. Il y en a qui veulent juste les petits bonbons là, du paysage. Ouais, c'est ça, c'est correct aussi. Ouais. Comment ça fonctionne quand vous concevez un aménagement paysager? Est-ce que la personne choisit avec toi? Tu dois, parce que souvent les gens n'ont pas les connaissances pour faire des bons choix, là. Ben, en fait, nous, on leur présente nos plantes. Okay. On leur présente un peu toutes les possibilités de notre catalogue. Des fois, c'est un peu étourdissant. Mais l'important, c'est qu'on saisisse c'est quoi leurs intérêts visuellement. Puis on leur présente ces plantes-là, on leur dit qu'est-ce qui se mange, puis qu'est-ce que ça goûte un peu. Fait que là, rapidement, ils peuvent nous dire « Ah, ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas l'amertume. » Fait que même si c'est bon, une roquette dans les salades, la roquette, c'est bon. C'est bon, oui. Mais il y a une petite amertume. Ils préfèrent pas ça. Fait que quand ils seront prêts, ils rajouteront de la roquette s'ils veulent. La roquette, ça peut être un petit bouche-trou qu'on rajoute par après, en fait. Là. Okay. Ou ben il y en a qui disent j'aime pas ça, les petits fruits acidulés. OK, c'est bien correct. On va aller vers des fruits plus sucrés. Ou puis il y a même ceux qui veulent juste manger des verdures, mettre ça dans leur salade. On en a pour tous les goûts, finalement. Mais l'important, c'est qu'on saisisse les besoins du client. Puis nous, on est là au service de ça. On est là pour le satisfaire, puis on sait que si c'est pas des plantes qui vont l'intéresser, s'il devient pas amoureux, comme tu dis, de son aménagement, il en profitera pas autant. Puis même au niveau de l'entretien, quand tu aimes vraiment ça, quand tu consommes les plantes de ton aménagement, l'entretien, ça se fait presque tout seul. Okay. Tu contrôles les plantes en les mangeant, en les récoltant. Okay. Fait que c'est dans notre intérêt que les clients ils aiment ce qu'ils font, puis parce que nous on n'offre pas le service d'entretien récurrent là à toutes les semaines comme certaines personnes vont avoir besoin pour toujours optimiser leur aménagement. Mais nous on pense que les gens s'ils sont moindrement gourmands puis qui ont envie de récolter de leurs plantes, ben ils vont probablement enlever les fleurs pour les manger, donc là ça va stimuler les floraisons. Ils vont finalement c'est vraiment ça, joindre l'utile à l'agréable. Ouais. En allant récolter, ils vont optimiser même le visuel puis l'esthétique. Tout ce que vous plantez dans l'aménagement comestible, c'est des vivaces ou c'est des choses qui reviennent qui sont pérennes là, dans le fond d'année en année? Ouais. Là? On fait de l'aménagement durable. Okay. On a à la pépinière des vivaces, quelques plantes potagères annuelles.
mais c'est plus comme bouche-trou au début, parce que quand tu implantes une plate-bande vivace, les plantes sont petites un peu par rapport à l'espace qu'il faut leur laisser à maturité. Ouais. Puis il faut pas non plus tricher puis vouloir les planter trop densément, parce qu'après ça, on va le regretter. Là, ils vont se faire compétition. Ben, il y a des plantes qui vont disparaître, là, qui vont être emportées par des plus dominantes peut-être. Fait qu'il faut que ça respire, faut qu'on se donne accès aussi à ces plantes-là pour les récoltes. Fait que les annuelles potagères peuvent venir la première année, même la deuxième année, en attendant que les vivaces aient pris leur pleine ampleur, peuvent venir comme des petites plantes bouche-trous, qui non seulement bouchent les trous visuellement dans l'aménagement, qu'on voit un peu moins de paillis au début, mais en plus viennent boucher les trous dans le garde-manger dès la première année. Parce que les annuelles potagères, par définition, vont faire leur cycle la première année. Donc, en attendant justement les petits fruits, en attendant d'avoir des floraisons sur nos vivaces vraiment abondantes, ben on peut planter des haricots nains, des pois nains. Là, je parle d'haricots puis de pois, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est des fixatrices d'azote. Fait qu'elles vont même rajouter, elles vont aider les plantes vivaces à être plus vigoureuses par la suite. Fait que ça se fait pas au détriment des vivaces, là, c'est vraiment c'est bien intégré là-dedans. Là. Oui, c'est ça, parce que toi, dans le fond, ben en fait, ton équipe, vous êtes rendu une belle équipe ici, vous concevez des choses avec vos connaissances, oui, c'est ça. Vous avez toutes les connaissances pour que les plantes aient une belle interaction. Tu sais, ce qu'on des fois, quand on connaît pas les plantes aussi en profondeur, dans le fond, c'est pas facile de faire un bel aménagement fonctionnel. On peut faire des associations, une forme de compagnonnage finalement qui est gagnante sur le plan esthétique pour mettre en valeur chaque plante, des contrastes de feuillage, des contrastes de couleurs par exemple, ou des harmonies. Mais il y a aussi le côté utilitaire là-dedans, donc d'avoir des plantes aromatiques dans chaque petite zone. Ça occasionne moins d'infestations. En fait, ça limite les risques d'infestation, ça limite l'attrait pour des insectes spécifiques sur des plantes spécifiques. Comme quand on a un chou, même un chou vivace, puis qu'on veut qu'il y ait un minimum de risque qu'il y ait de la pyrite du chou, ben on peut l'entourer de plantes comme de la menthe, de la catère, de la monarde, des plantes qui vont amener des odeurs dans l'air, puis limiter l'attrait pour les insectes qui se dirigent souvent à l'odeur pour trouver les plantes qui vont aller ravager. Fait que des plantes aromatiques, c'est une bonne chose. Faut vraiment bien connaître les plantes en fait dans leur façon de pousser, dans leur façon de croître, pour savoir finalement si les associations qu'on crée vont être vraiment faciles à maintenir, entretenir, puis bénéfiques pendant de nombreuses années. Nous, on essaie de faire des aménagements qui vont être durables. Là. Quand on livre un plan à un client, on veut qu'il puisse le garder puis le sortir à chaque année, puis s'en servir pour maintenir un petit peu le tout, pour aller faire des récoltes. Puis à un moment donné, j'imagine, ils n'ont plus besoin du tout parce que là, ils se sont vraiment appropriés puis ils connaissent leurs plantes. Donc, Guillaume, l'aménagement comestible, c'est quand même assez nouveau comme concept. Les gens ont pas ça comme culture, en fait. Oui, c'est bien dommage, en fait, parce que il y a un côté vraiment ancestral, fondamental dans tout ça. Là. Je pense que l'humain a toujours cherché à bien s'alimenter, à aménager le territoire environnant, puis tourner ça à son avantage, finalement. Là. Fait que je pense que c'est pas... c'est juste de ramener ces idées-là qui ont du gros bon sens, puis que ça puisse faire sa place dans un monde moderne. Là. Mais oui, c'est sûr quand on a commencé, c'était vraiment... D'abord, on a été parmi les premiers à faire ça. Et puis maintenant, il y en a de plus en plus, mais ça reste qu'on voit le potentiel, là, on est à l'aube de quelque chose. Ben oui, c'est ça, parce qu'on n'en voit pas souvent, là. Dans le fond. Ben, il pourrait en avoir tellement plus. Là. Moi, je me promène quand je sors de chez nous. Là. Puis je rêve à des aménagements comestibles un peu partout. Tout le monde pourrait en profiter. Il y a encore beaucoup de monde qui va à l'épicerie, pas mal souvent. Oui, c'est ça. Que ça pourrait vraiment changer la société. C'est une révolution. Là. Oui, vraiment. Je peux te montrer le petit étang qui est là. Il y a toujours des grenouilles dedans. Ben, ça donne parce que les gens peuvent penser à avoir ça, c'est ton petit, tu en as trois? Ça, c'est le tout petit. J'en ai un beaucoup plus gros, évidemment, c'est l'étang d'irrigation là-bas qu'on ira voir. Celui-là est vraiment... On a il y a un ami dedans. Donc, ça fait beaucoup de biodiversité, j'imagine.
Ben, les grenouilles se promènent d'un étang à l'autre. J'en ai 3. Un moyen, disons, plus bas là-bas. Puis finalement, ben, les grenouilles restent pas juste dans l'étang. Là, elles se promènent partout. Elles vont se nourrir. Puis on voit très peu de limaces ici, par exemple, malgré le fait qu'on est dans une situation qui serait propice à la prolifération de limaces, peut-être, vu qu'on est entouré de forêts puis qu'il y a du paillis partout dans nos plates-bandes qui garde l'humidité. Ça ici, c'est un jardin en fait démonstratif. Oui, avec les colonnes végétales derrière moi. On a même un kiwi arctique là, qui a survécu à plusieurs hivers sur le dessus d'une colonne qui fait 7 pieds de haut, à peu près 8 pieds de haut. Donc, on voit là vraiment que ça tolère le grand froid. Puis, même sans couvert de neige l'hiver, c'est très rustique. Quelqu'un qui a un petit terrain, ça peut être quelque chose d'intéressant, en fait, aller chercher quelque chose qui est esthétique, artistique, un peu comme ça. Oui, le feuillage va développer une coloration rosée, puis blanche. C'est panaché 3 couleurs. Puis, pour faire, par exemple, une haie d'intimité ou ça peut, en fait, une grimpante, si on l'attache pas pour qu'elle grimpe, des fois, ça peut nous aider à cacher des vues. Puis, les plantes grimpantes, leur force, là, c'est d'être capable, avec très peu d'espace au sol, un très faible impact sur la superficie, de créer vraiment une verdure, un mur de verdure important. Puis, mais si elles grimpent pas, si on les attache pas pour grimper, elles peuvent aussi retomber ou ramper. Donc, il y a moyen de l'utiliser de différentes manières. Le gadelier, c'est très très productif, puis rapidement. Dès la 2e année, 3e année, l'année de la plantation, souvent, il y a déjà des fruits dans le pot. Fait que ça permet de profiter rapidement de son aménagement. Là, c'est quasiment un arbre à gadelle qu'on a ici, là. Moi, je les laisse toutes mûrir au complet, la grappe, là, puis des fois, j'en prends 2-3 en même temps, puis pour que ça soit bien rafraîchissant, puis que ça savoureux, ben, je les prends toutes d'un coup. Comme ça. Très, très rafraîchissant. Qu'est-ce que ça peut représenter les gens qui feraient un aménagement comestible chez eux comme entretien? Les plantes nous jouent des tours des fois parce qu'elles se ressèment, ça drageonne parfois. Donc, c'est en les récoltant qu'on les empêche de se ressemer. OK. Que ça soit les fleurs avant qu'elles fassent leurs graines puis qu'il y en ait des milliers qui se ressèment partout. Que ça soit les fruits ou, dans certains cas, des drageons qui repoussent. La plupart du temps, ça se mange, là, ces choses-là. Donc, il suffit d'intervenir, de récolter, puis garder le contrôle comme ça. Il y a un petit désherbage à faire, mais ça, c'est si on met pas de paillis. Le paillis nourrit le sol en plus. Okay. En plus de garder les mauvaises herbes en respect, puis de retenir vraiment l'humidité en limitant l'évaporation. Ça aide aussi à capter les eaux de pluie quand il y a des pluies fortes, là, après un temps de sécheresse, disons, là. Puis que là, ça ruisselle, puis on perd toute l'eau. On veut la garder, fait que ça absorbe un peu mieux les pluies comme une éponge. Fait que dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça au niveau de l'entretien, c'est d'apprendre à connaître nos plantes puis de les contrôler en les récoltant. Ouais, mieux on connaît les plantes, mieux on connaît les temps de récolte, plus on va adapter nos interventions, puis ça sera plus une corvée rendue là, ça va être vraiment c'est ça, c'est en allant chercher nos récoltes pour le souper. Ben là, on peut se pencher puis arracher 2-3 mauvaises herbes parce que c'est vrai que ça peut arriver par la voie des airs là. Par exemple, moi, je suis entouré de forêts ici. Il y a plein d'arbres. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des érables. Il y a des érables qui peuvent pousser. Bon, donc, quand on connaît bien son aménagement, on sait tout de suite qu'est-ce qui est supposé y avoir, qu'est-ce qui est pas supposé être là. Ouais. Puis on peut rétablir un petit peu l'ordre là-dedans. Là. Qu'est-ce que c'est ça, Guillaume? Il y a vraiment des feuilles rouges, mauve foncé, là, ici? Ouais, c'est un hêtre à feuilles pourpres. Fait que c'est très décoratif. Et ça rajoute des couleurs intéressantes dans les salades. C'est en croissance au moins 6 semaines par été, du printemps au printemps puis à l'été. Donc, c'est des jeunes feuilles qu'on peut, avec une vinaigrette, ça devient très bon. Puis, ça rajoute de la couleur dans les salades puis différents plats. Le chou maritime en arrière, en plus, c'est le fun. C'est un chou vivace. OK. Puis les feuilles se mangent? Les feuilles se mangent comme du kale. Même en anglais, son nom, c'est sea kale, kale de mer. Puis, on peut manger les racines aussi, qui sont un peu comme un navet. Et les fleurs, avant d'ouvrir, c'est un bouquet qui fait penser à un petit brocoli. Puis une fois ouvertes, les fleurs sont encore comestibles, ça goûte un peu le miel, ça sent le miel aussi. Ah oui. Puis c'est du printemps jusqu'à l'automne, il y a toujours quelque chose. C'est une plante qui aime la fraîcheur, donc elle sort assez tôt au printemps, puis elle reste belle jusqu'à tard à l'automne.
On va aller voir ton autre étang, ton second sur 3. Les grenouilles nous appellent d'ailleurs. Alors, encore une fois, il y en a de toutes les grosseurs, de toutes les couleurs. C'est un peu comme les plantes, là. Les grenouilles, il y a plusieurs espèces ici, wawaron, rainettes, etc. Donc, il y a des fleurs. Cette fleur-là, ça sent le gâteau à fraise vanille. Ça sent vraiment le dessert. Fait que toutes les plantes, même aquatiques, en fait, vous êtes capable d'aménager un système aquatique. Oui, mais ça, on va mieux les voir dans le gros étang là-bas. Okay. Ici, il n'y a pas vraiment de plantes. Il y a juste le populage des marais qui pousse là, qui est pas en fleurs en ce moment. Mais sinon, ça fait une belle fleur jaune. Là, et derrière, on a la pergola avec des vignes à raisin, des vignes à kiwi, et de la marjolaine au pied aussi, qui est un compagnon classique de la vigne. Là. Puis j'ai une framboisière en arrière. Okay. Il y a des framboises d'automne, des framboises d'été, des framboises jaunes, des framboises rouges, des framboises pourpres. J'ai des framboises noires derrière toi là-bas. Il y a de tout partout, mais c'est dans ma tête. Là. Il y a rien qui indique que ceci est un jardin comestible. En fait, les gens pourraient même à la limite ne pas s'en rendre compte s'ils sont pas attentifs. Ils pourraient juste avoir l'impression de déambuler à travers un jardin botanique intéressant puis bien aménagé. Mais il se trouve que nous, on a vraiment focusé, on a fait une sélection de plantes que comestibles. C'est pour démontrer le plein potentiel que ça a, pour convaincre les gens qu'on peut avoir un aménagement 100% comestible et joli à la fois. Qu'est-ce qu'il y en est justement de l'acceptabilité sociale? Là, on est à la campagne ici, on est à Rawdon, mais tu sais, si on pense au petit bungalow moi je trouve ça magnifique, mais est-ce que les gens autour acceptent bien les aménagements qui n'ont pas l'air d'un petit gazon tondu la fin de semaine? On en fait beaucoup de projets, que ça soit en ville ou en banlieue, là, où effectivement, il y a beaucoup de pelouses. Puis les pelouses, remarquées, sont pas très jolies. C'est pas... là, on a un bel été, il y a de la pluie régulièrement, mais depuis plusieurs années, avec les scarabées japonais, les sécheresses qu'on a eues, c'est souvent jaune, puis un peu déprimant, moi je trouve. Fait que nous, on se trouve à enlever beaucoup de pelouses de chez nos clients pour amener ces couleurs-là, ces saveurs-là, cette diversité-là. Ça crée des environnements beaucoup plus vivants, où il y a des oiseaux, des amphibiens, il y a de tout là-dedans. Au niveau de l'acceptabilité sociale, dans le fond, là, on remplace souvent quelque chose qui n'était pas très joli par quelque chose de beaucoup mieux. Les gens sont contents en général de ce qu'on fait. Puis je pense qu'il y en a qui sont même admiratifs de leurs voisins quand ils constatent que finalement, au lieu d'aller passer la tondeuse à tous les samedis, là ils sortent avec quelques bols, récolter leur salade pour la semaine. Ils vont en avoir dans les lunchs pour les enfants. Puis ils amènent leurs enfants avec eux. Puis là, ils ont un volet éducatif aussi là qui va suivre l'aménagement. Parce que c'est plein d'apprentissage, en fait, qu'on fait juste par l'observation des plantes qui poussent dans leur environnement, avec les insectes et tout. Mais là, ces apprentissages-là, le volet éducatif va jusqu'à la cuisine aussi. Puis c'est parce que c'est intéressant pour des jeunes, pour tout le monde, en fait, de cuisiner des produits qui ont fait pousser. Fait que ça va jusqu'à la conservation de ces aliments-là, puis même l'hiver, ça crée des souvenirs pour l'hiver. Là. L'hiver, quand on mange nos confitures, nos petits fruits, on visualise nos espaces verdoyants. Oui, c'est ça. Puis c'est de la nourriture biologique, plus variée que ce qu'on peut trouver en épicerie, où c'est très limité. Dans le fond, il y a plein de choses qu'on méconnaît, qu'on connaît pas le potentiel. Vraiment, la diversité à l'épicerie est très limitée par rapport à tout ce qu'on peut s'offrir, même si on n'a pas accès à tout ce qui est exotique ici, parce que ça pourrait mourir à l'hiver. Là. On a quelque chose de sain. Il n'y a pas de pesticides. Nous, on est certifié biologique à la pépinière, là. Donc, on n'utilise aucun pesticide, que des engrais naturels comme du compost, là, en fait. Puis même dans nos plates-bandes, puis pour nos clients, le simple fait de rajouter du paillis à chaque année, une petite couche de paillis, parce que le paillis est consommé par le sol. Il va se dégrader, il est biodégradable. Mais le simple fait de rajouter une couche de paillis, c'est comme si on mettait du compost à moyen long terme. Donc, nos clients ont plus besoin de penser à fertiliser. Juste de maintenir la fertilité par un apport de paillis, puis il va en avoir de moins en moins à amener à chaque année parce que les plantes grossissent.
Puis éventuellement, les arbres perdent leurs feuilles, donc ils font un paillis naturel. Et puis, il faut juste s'assurer que justement qu'il n'y a pas de terre à nu, parce qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des mauvaises herbes qui ressortent. Qui sont pas toujours mauvaises. D'ailleurs, la plupart des plantes qu'on arrache ici, parce qu'on veut en cultiver d'autres, c'est des plantes qu'on pourrait amener en salade, qu'on pourrait manger. Là. Oui, le fameux pissenlit qui est un trésor, en fait. Ouais. 95% de ce qui est vert n'est pas toxique. Donc là, dans ce 95%-là, parmi toutes les plantes dans le monde, là, il y en a qui sont délicieuses, il y en a d'autres qui sont plus ordinaires, mais il y en a qui sont plus ordinaires, mais tellement belles, tellement jolies, qu'on peut les avoir chez soi, puis elles peuvent être très productives, puis dans une salade, ça peut être merveilleux et très nutritif. Fait qu'il y en a vraiment, là, il y a plein de possibilités. Au niveau de l'acceptabilité de tout ça, je pense que quand tu offres à tes voisins quelques grappes de raisin, quand tu décides de remplacer la traditionnelle haie de spirée pour séparer les deux terrains en devanture de ton voisin par rapport au tien, tu remplaces ça par une haie de pommier colonnaire, ça encourage le bon voisinage. Parce que là, il y a des pommes de son bord à lui aussi. Puis à un moment donné, tu peux carrément faire une fête de voisins, hein? Oui. Puis là, tu invites tout le monde à goûter à cette joie-là, là, d'avoir des plantes qui sont nouvelles. Ça va piquer la curiosité de plusieurs personnes. Puis, mais c'est ça, comme tu disais, c'est des plantes qu'on trouve pas à l'épicerie. Puis moi, je trouve que plus que c'est rare, moins on les trouve à l'épicerie, plus c'est pertinent de les avoir chez soi. Parce que ça peut aussi compléter. On n'arrêtera pas forcément. Là, la plupart de nos clients vont encore à l'épicerie. Mais là, ils ont enrichi leur mode d'alimentation parce qu'ils vont rajouter des petites touches d'herbes fraîches, des nouvelles saveurs. Ils vont cuisiner des choses que ça devient gastronomique, en fait. Là. Ouais. Puis mettre des fleurs pour décorer à la base, là, décorer une assiette. Oui, on peut les manger en plus, c'est génial. Mais juste le fait de mettre des fleurs, déjà, on a l'impression d'être à la table royale, là, tu sais. J'ai fait une vidéo avec Nathalie Baudouin. Je pense qu'elle te connaissait, Nathalie Baudouin. Oui, c'est elle qui a écrit un livre sur les fleurs comestibles. Il y a quelques années. Oui, fait qu'on a tourné une formation avec au jardin elle. botanique. Ah oui, c'est ça qu'elle me dit. Elle dit, je le connais, Guillaume. Ouais. Donc, c'est ça. Hein? C'est un petit milieu encore, malheureusement, très limité, mais il faut apprendre à se l'approprier. Il y a tellement de trésors partout qu'on peut avoir. Là. Ouais. Ça s'en vient. Il y a une grosse croissance des aménagements comestibles. Il y a 12 ans, on commençait puis il y avait personne qui faisait ça. Fait que puis maintenant là, on fait des recherches sur internet là, puis on voit qu'il y a plusieurs pages là d'entreprises qui offrent leurs services. Nous, la particularité de la nôtre, c'est qu'on a une pépinière, donc on est vraiment en contrôle quand on développe un projet avec un client. On travaille pas juste avec les choix limités d'un centre jardin ou 2 ou 3 dans les environs de chez le client. Nous, quand on aménage le client, on part avec toute notre banque de plantes. Puis là, parce qu'à la pépinière, on maintient cet inventaire-là jusqu'à l'automne. Fait que peu importe à quel moment on plante, on a accès à toute cette diversité-là. Contrairement à un centre jardin qui se vide tranquillement, puis des fois, même au mois de juillet, au mois d'août, il y a moins de stock. Nous, on amène la même diversité qu'on peut planter à l'automne, puis ça se réveille merveilleusement bien au printemps quand même. Oui, parce que l'automne, ça peut être une belle saison pour planter. Oui, ça peut être avantageux même parce que on n'a pas besoin de faire de suivi pour l'arrosage. Nous, vu que c'est des plantes en pot qu'on plante, on peut les planter en pleine canicule du mois de juillet, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, si pendant plusieurs jours il fait très chaud puis il pleut pas, avant que la plante s'enracine puis devienne autonome, il va falloir faire un suivi puis peut-être faire des petits arrosages pour ajuster l'humidité. Tandis que si on plante à l'automne, il y a de l'humidité dans l'air, il y a de l'humidité, il y a des pluies plus fréquentes aussi. Et les plantes sont pas en pleine saison de croissance aussi, donc pompe moins d'eau. Et puis on est tranquille, on n'a pas vraiment besoin de s'en faire avec l'arrosage. On travaille un peu moins à ce moment-là, donc c'est une bonne saison pour implanter. Sinon, le printemps de bonne heure, c'est aussi super un peu pour la même raison, mais tant qu'à planter au printemps, si on est capable de planter l'automne d'avant, ça va se réveiller plus fort et plus vite au printemps que si on fait une plantation au printemps. Fait que il y a pas de mauvaise saison pour planter. De mai jusqu'à fin novembre, souvent. Du moment que la pelle rentre dans le sol parce qu'il est dégelé,
jusqu'à ce qu'elle rentre plus parce qu'il gèle à l'automne. Nous, on travaille. On développe toute l'année, finalement. On a beaucoup de temps l'hiver pour le faire, mais on s'arrête pas. Oui, c'est le bon temps pour nous appeler. En fait, du moment que le client se sent prêt, c'est le meilleur temps pour nous appeler. Mais idéalement, s'il nous appelle avant l'hiver, avant qu'il y ait de la neige, on peut vraiment développer un projet pour tôt au printemps, parce que là, sinon, il faut attendre que la neige fonde pour aller faire le relevé de terrain, prendre les mesures, faire le test de sol. OK. Tandis que là, s'ils veulent un projet au printemps, c'est le meilleur moment là pour nous appeler. Comme ça, il n'y a pas de bousculade et puis on peut développer le projet pendant l'hiver, après avoir pris des mesures, puis après avoir fait le relevé de terrain à l'automne. Il y a aussi la question de la réglementation que tu te demandais. C'est vrai qu'il y a eu des projets là, dans le passé qui ont fait beaucoup jaser parce que ça bousculait un peu les habitudes des gens, puis ça venait jouer avec les règlements municipaux. Quand ils mettaient des bacs potagers, des structures pour faire grimper des grimpantes, ça se peut qu'il y ait des règlements qui l'interdisent en devanture de maison chez certaines municipalités. Mais il n'y a rien qui empêche les gens de planter des arbres, des arbustes, des plantes herbacées de différentes hauteurs, tant qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité sur les coins de rue, par exemple, pour qu'on puisse voir aux intersections qu'une auto qui s'avance voit l'autre auto qui arrive là, à un stop, par exemple, à un arrêt. Il n'y a rien qui empêche de... En fait, c'est parce qu'en plus de ça, comme je disais, c'est juste qu'après la fleur vient le fruit, des fois, entre une plante comestible et une plante qui l'est pas. Il n'y a rien qui dit que c'est vraiment un aménagement comestible. Fait que y a rien qui peut empêcher ça, en fait. OK. Contrairement à un jardin où c'est ça, comme tu disais, les gens font un bac. C'est à cause des structures encore là que ça peut être contesté. Sinon, des fois, il y a l'emprise municipale qui peut faire 3 pieds, là. Là, ben, on est un peu à la merci d'une décision de la ville de creuser quelque chose. Là, faut pas être trop attaché à ce qu'on met dans le premier 3 pieds. Mais au-delà de ça, puis même le premier 3 pieds, souvent, nous, on l'aménage pour que ça soit joli. On peut même faire des pelouses écologiques en thym rampant. Ah oui. Ça donne un petit peu ça rappelle un peu cette ambiance-là ça rappelle un peu ce classique d'aménagement d'avoir une pelouse plus plate en avant. Ah, ça, c'est une œuvre d'art, là. Ça, c'est devenu la porte de la serre, mais c'est ma copine Marie-Christine qui l'a fait. Puis c'est avec des pigments naturels, à base de terre, à base de plantes. Donc, il n'y a aucune toxicité pour nos laitues, par exemple, qui poussent devant, là. Il n'y a aucune toxicité. On peut se nourrir sans crainte, même s'il y a un peu de peinture qui devait s'effriter, mais elle est développée pour être résistante à l'extérieur, cette peinture-là. Fait que là, vous avez des plantes ici en serre aussi. Dans la serre, oui. J'en ai profité pour faire pousser des concombres puis du basilic, un peu de chiseau, du pourpier doré ici. Mais principalement, la serre, c'est pour faire nos semis, puis toutes les étapes de repiquage, d'enracinement, pour mettre les plantes à l'abri de trop d'eau, finalement, pour pas qu'elles se noient. Puis une fois qu'elles sont bien enracinées, là, on les met sur les toiles, puis là, sont prêtes pour la vente. Okay. La plupart, une grosse majorité de nos plantes certifiées bio sont semées ici, bouturées ici, à partir de plants mères, de nos jardins démonstratifs, du champ de production aussi, de ce laboratoire végétal à ciel ouvert. Mais on a aussi quelques nouveautés, là, des fois pour aller chercher rapidement une nouveauté, puis avant de la multiplier, ben on a des fournisseurs pour ça. Et puis les gros formats d'arbres aussi. Les arbres, là, ça peut prendre 4-5 ans avant d'avoir un format qu'on souhaite planter, qui est déjà formé, puis qui est déjà résistant à plein de choses. Là. Puis les gens cherchent des arbres déjà avec des charpentières. Ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est l'ombrière. Donc, c'est très populaire parce que évidemment, il y a beaucoup de plantes d'ombre. Il y a beaucoup d'aménagements comestibles résidentiels qui sont à l'ombre finalement, qui a des obstacles, des bâtiments, des arbres. Donc, des plantes d'ombre, c'est vraiment important. C'est une catégorie incontournable. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Vous pouvez vraiment vous adapter à tous les types de terrains. Ouais. Puis offrir une diversité. Qui permet aussi chaque projet n'est pas le même. Là. On y va vraiment avec les goûts particuliers de chaque client. Il y en a qui aiment pas la couleur jaune, pas tant que ça. Il y en a qui veulent, il y en a qui aiment pas les plantes qui ont un look champêtre. Il y en a au contraire, ils veulent des prairies fleuries un peu à l'anglaise. Fait que ça prend différentes plantes pour atteindre ces objectifs-là.
Oui, pour t'adapter vraiment à tous les clients. C'est ça. Fait que notre force, là, en tant qu'entreprise d'aménagement paysager comestible, c'est d'avoir notre propre pépinière, finalement. Donc, d'être capable d'aménager du printemps jusqu'à l'automne avec une grande diversité de plantes. Puis, on est en contrôle de ça, là. Oui, effectivement. Ça ici, les cartons, les présentoirs, dans le fond, ouais. Est-ce que les gens peuvent venir ici à Rawdon? Oui, on est ouvert tous les samedis et sans rendez-vous. Donc, à ce moment-là, ben, ils peuvent voir qu'est-ce qui est disponible parmi les grimpantes, par exemple, ici. Là, des fois, ça pousse, il faut faire de la place un peu. Mais là, ils peuvent voir des choses peu communes, comme la baie aux 5 saveurs, le Schisandra. Okay. C'est un fruit qui goûte épicé, fruité, sucré, acidulé. Il y a une petite amertume aussi. C'est vraiment, c'est la totale, là. Toutes les informations qui suffisent pour la conception, pour s'assurer de mettre la plante au bon endroit. Donc, la hauteur, la largeur, l'ensoleillement, la zone de rusticité, la comestibilité, qu'est-ce qui se mange dans cette plante-là. Puis, si on est convaincu, on peut l'ajouter au panier, puis on peut se monter son petit panier d'achat, puis nous, on peut, en tant que conseiller, s'assurer qu'ils partent quand même avec les bonnes plantes, puis les bonnes méthodes de plantation. Mais c'est pas si compliqué que ça. On a un peu de paillis, c'est pas mal tout ce que ça prend pour finaliser la plantation. On met la plante en terre. Si le sol est pas riche, ça vaut la peine de mettre du compost. Mais après ça, un petit beigne de paillis autour de la plante, puis le tour est joué. Ça ici, c'est tes kiwis, tu disais? Oui, les kiwis en pot, puis un démonstratif de kiwis attaché à cette hauteur-là. On en a là-bas qu'on taille comme des arbustes aussi. Fait que les kiwis, comme je disais, ils peuvent grimper, ils peuvent être taillés comme des arbustes, ils peuvent même retomber. Si on imagine par exemple un muret de béton là, qui serait pas très intéressant visuellement, ben on peut vraiment l'adoucir, puis le végétaliser, puis amener un côté plus organique en laissant du kiwi retomber. Ouais, ça les gens connaissent. À récolter après ça aussi là. Ouais, c'est ça parce que les kiwis poussent bien ici. C'est une variété de kiwi. Kiwi, en fait, c'est du kiwi arctique. Donc ça vient des régions nordiques du globe, là, plus vers l'Asie, l'Eurasie. Mais c'est très adapté à notre climat. Puis il n'y a même pas d'insectes qui s'attaquent à ça ici, à ce jour. Donc c'est pas une problématique. C'est vraiment délicieux aussi. C'est meilleur que les kiwis qu'on trouve à l'épicerie. C'est plus sucré, moins acidulé. On mange ça comme un gros raisin parce qu'il n'y a pas de poils dessus. Oui. La pleure est très mince. Génial. Ouais. Ça, c'est l'aronie, là. C'est fou la production que ça fait, là. Ils sont pas mûrs en ce moment, mais l'aronie, à chaque année, depuis l'année qu'on l'a planté, depuis l'année suivant l'année qu'on l'a planté, c'est des chaudières et des chaudières et des chaudières de fruits, là. Ah ouais. Dans cette haie-là, dans celle-ci. OK, c'est ça que tu utilises comme brise-vent aussi. Ouais, entre autres. OK. Ouais. Ou ça, même ça, c'est un fruit. Pour l'instant, on le voit. Sur attention, il y a des épines, là, mais on le voit très peu. Il est assez petit. Mais on comprend qu'ils sont en train de se développer un peu partout, jusqu'à la base de l'arbuste. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a par milliers. Là. Ça, c'est? C'est l'olivier d'automne. Wow. Puis, c'est une fixatrice d'azote aussi. C'est une plante qui pousse dans les sols pauvres et secs sans problème, qui est vraiment à la limite de la rusticité par ici, mais comme on peut le voir, là, ça fonctionne. Puis ça goûte un peu les cerises. C'est assez doux, ça goûte le fruit. Puis on cueille ça à l'automne, justement, il porte bien son nom. Très tard, là, on peut, après les premières neiges, dans le fond, même souvent j'en cueille protégé par la neige au printemps. Quand la neige fond, il en reste quelques-uns dans la base là, ah oui. Qu'on peut cueillir. Une haie de framboisier, ça fait aussi un très bon brise-vent. L'olivier de Bohême, quand il y a des papillons là-dedans, là, quand il y a des fleurs au printemps, au début de l'été, il y a tellement de papillons, tu peux pas les compter. Puis ça sent super bon, là, l'odeur se range facilement jusqu'à nous ici. C'est magnifique. Avec sa couleur aussi, c'est beau à travers notre forêt qui est verte complètement. Ah ouais, ça fait argenté. C'est vraiment lumineux. Ouais. On aime ça rajouter des petites touches artistiques dans nos projets, puis mettre de la beauté partout où on est capable d'en mettre. Fait qu'ici, on avait un muret séparateur entre la cuisine des employés et la table de rempotage, là, la salle de rempotage de l'autre côté. C'était un plywood assez plate. Puis là, elle nous a transformé ça, Marie-Christine, avec un chevreuil qui, selon mon interprétation à moi, qui semble un peu nous narguer en disant « j'ai réussi à traverser
la clôture à chevreuil. Maintenant, je vais manger vos pommes. Ouais, c'est magnifique. Puis encore une fois, c'est des pigments naturels, donc aucun contaminant, aucune toxicité, puis un impact environnemental très, très faible. Wow, c'est magnifique. Une petite cuisine extérieure, là. Hein? Ça fait rêver, ça. Ouais. Les plantes, puis on est directement à l'extérieur. Ouais, quelques grappes de raisin pour oui? le dîner des fois. La rose trémière derrière qui est à son meilleur en ce moment. Là. Ouais. Il y a des gens qui reviennent à tous les samedis, ou qui sont tentés, en tout cas, qui aimeraient ça. Parce qu'à toutes les semaines, ça change. Il y a des floraisons successives. Il y a des fruits qui étaient pas mûrs puis qui le deviennent. Fait que c'est un peu étourdissant, mais ça fait partie du plaisir. Il n'y a pas une journée qui se ressemble, il n'y a pas une semaine qui se ressemble. Même ceux qui travaillent chez Paysages Gourmands, là, c'est pas monotone du tout. Là. Il y a tellement de choses à faire, puis fait qu'on s'ennuie pas. On a des pommiers colonnaires. Les feuilles du printemps jusqu'à l'automne sont assez colorées, assez foncées. Puis il y a des pommes rouges, à chair rouge, qui se développent là-dedans. Il y en a ici. Ils vont devenir quand même plus gros. Mais c'est colonnaire, donc c'est assez étroit. Puis oui, ça se place. C'est facile à placer ça dans un aménagement, un pommier colonnaire. Surtout que pour des questions de pollinisation, souvent on a besoin de 2 arbres fruitiers de 2 variétés différentes. Mais la pomme puis la pommette, il y en a tellement partout. Des pommiers sauvages ou bien des pommettiers décoratifs. Même en ville, sur toutes les rues à peu près, il y a un de vos voisins sûrement, que ça soit en devanture ou dans sa cour, qui a un pommier ou un pommettier. Puis même si c'est juste décoratif, ben ça contribue à la pollinisation de votre pommier. Donc la plupart du temps, on peut en planter juste un, puis on a des succès. Puis quand on plante un pommier colonnaire, ça demande très peu d'espace. Donc à peu près chez tous nos clients, il y a de la place pour un pommier s'ils veulent. Puis ça fait beaucoup de pommes rapidement, tôt dans sa vie. Alors moi j'ai un coup de cœur pour les pommiers colonnaires, les pommettiers colonnaires aussi. Parmi les plantes compagnes intéressantes, on a le chervi ici, là, il y en a des plus hauts. Le chervi, c'est comme une carotte vivace. Ah oui. Puis ça bourdonne là-dedans, là, il y a vraiment une multitude d'insectes qui en profitent. Donc faut récolter la racine dans ce cas-là. Ouais, on récolte après les gelées à l'automne. Et puis la racine est plus sucrée à ce moment-là. Puis elle a plein d'énergie. La plante renvoie l'énergie qu'elle a accumulée dans ses feuilles, là, elle renvoie ça dans ses racines. C'est là qu'on récolte. Ici, on a un cassissier. Vu la petite feuille sèche, mais il y a quelques fruits de cassis quand même, quelques grappes. C'est pas le plus abondant, mais ici, il y en a un, là. Ici, il y en a un bien chargé, là. Ah oui. Donc, tu vois, ça aussi, c'est parmi les plantes qui tolèrent l'ombre, la mi-ombre, et qui font des fruits très tôt dans leur vie, là. Il y a beaucoup d'insectes pollinisateurs ici. Ça bourdonne fort. Ouais. 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 Ça ici, c'est ton 3e et très gros étang. C'est le plus gros étang. Magnifique. On peut se baigner dedans si on veut, mais il y a beaucoup de grenouilles. Il y a les libellules aussi qu'on observe là-dessus. Tant qu'à avoir aménagé cet étang-là, qui est notre étang d'irrigation aussi, on en avait vraiment besoin. Pour arroser 20 000 plantes en pot, ça prenait une réserve, puis une réserve d'eau tempérée aussi idéalement. Ben, tant qu'à faire, on a aménagé le tour avec des plantes aquatiques ou semi-aquatiques comestibles. Et aussi, il y a des plantes flottantes, il y a des plantes oxygénantes et des plantes filtrantes. Donc, elles ont tout un rôle finalement pour faire en sorte que la qualité de l'eau est excellente, sans qu'on ait besoin de mettre un aérateur, une fontaine ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment c'est la nature qui fait son œuvre là-dedans. Nous on peut l'entretenir un peu en récoltant, comme je disais, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc quand les quenouilles décident de drageonner puis de ressortir à travers les myriques baumiers qui sont ici, la quenouille, ben on l'arrache. On peut manger le cœur de quenouille qui est tendre, puis ça fait c'est vraiment une texture délicate là, un peu comme un cœur de palmier. Okay, exactement. Puis on peut cueillir ici les fruits du myrique baumier ou ses feuilles si on veut les feuilles. C'est un arôme un peu de muscade. Donc puis ça peut être mis même les fruits là qui sont des fruits secs dans le fond. On peut les mettre dans une poivrière, puis on peut moduler ça sur différents plats, rajouter des saveurs, rajouter des arômes. Petit côté boréal.
Pour ceux qui font beaucoup de kayak et de canot, les rivières et les lacs du Québec sont vraiment bien garnis de méric-baumier. Il y en a souvent qui s'allongent à peu près tous les cours d'eau, là. C'est très, très fréquent. OK. Donc ça, c'est un cours d'eau qui a été creusé. Oui. Donc, les gens peuvent faire ça chez eux, choisir à toute échelle, dans le fond, peu importe la grosseur. Oui. Comme vous avez vu ici, on en a un très petit, là, gros de même. Un moyen, puis celui-là qui est assez gros pour nager, faire des petites longueurs. Puis, sur le plan paysager, je trouve que c'est intéressant aussi, en plus. Il y a un effet reposant là, à regarder l'eau, puis les reflets de l'eau, tout ça. Nous, on peut aider les gens. On connaît surtout les plantes aquatiques, mais on a fait ce projet-là par nous-mêmes avec les conseils d'une firme pour la toile qu'on a posée. Oui, une toile imperméable, là, bien étanche, qui permet de garder l'eau. On espérait au départ creuser assez creux pour que l'eau trouver une veine d'eau ou quelque chose qui puisse le remplir pour qu'il se remplisse tout seul par lui-même. Mais finalement, on a atteint une roche en plein milieu. Malgré le fait que c'était à 12 pieds de profond, il y avait toujours pas d'eau. Fait qu'il est quand même profond. Il est 12 pieds, à peu près 12 pieds de creux. Ça nous fait une bonne réserve pour l'irrigation. Puis ça fait, c'est vraiment, c'est le cœur c'est un cœur pour la biodiversité. Quand ils vendent comme ça, là, sur une surface assez grande, ça fait un petit brassage de l'eau aussi. Donc c'est bénéfique aussi, là. C'est magnifique, le son dans les arbres, là, c'est... Ouais, voir les quenouilles, les quenouilles danser au vent comme ça. Il y a même du bleu, là, avec les pontédéries là-bas. Au printemps, ça change à chaque saison. On a des fleurs jaunes, on a le populage des marais. Il y a de la menthe aussi. Peut-être qu'on peut faire le tour puis aller la voir. Ici, c'est du Hutuinia. Moi, j'appelle ça la coriandre des bois. Ça pousse à l'ombre. Ça peut pousser à l'ombre aussi. Mais comme la coriandre, on adore ou on déteste. C'est vraiment très, très typique. C'est corsé comme arôme, là. La compagnie voyageuse, qui est aussi une plante de rivage, un peu comme le méric-baumier, mais qui préfère les sols plus secs que le méric, qui peut pousser vraiment les pieds dans l'eau, là, le méric-baumier. Il y a des choux maritimes à travers ça. Il y aurait de quoi se faire une choucroute ici, là, avec des arômes épicés un peu. C'est vraiment un jardin botanique ici, là. Pour ça, je pense que tu as des gens qui veulent venir à chaque jardin botanique comestible, c'est ça, c'est spécifique. Ouais. Ça, c'est de la menthe aquatique. Ah oui, c'est celle-là. C'est vraiment très... je fais juste frotter les feuilles, tu devrais les sentir un peu. Mais c'est comme de la menthe, là. Ah oui. Et tu vois, celle-là, j'ai failli la pogner en retard. Je vais faire bien attention à la mettre dans mes poches, parce qu'elle est en fleurs, puis c'est des petites fleurs qui vont s'envoler au moindre petit coup de vent. Ah. Fait que voilà. Sinon j'en aurais eu une centaine à désherber là-dedans l'année prochaine. OK, c'est une façon de les contrôler, de récolter juste avant qu'ils se sèment. Ça, c'en est une qui est arrivée par la voie des airs puis qui est une spontanée, là, qui était pas nécessairement une plante désirée, une genre de laitue sauvage finalement. Mais c'est ça. Un moment donné, on développe, les gens, des fois, ils disent hey, t'as l'œil, tu sais, moi je vois un petit oxalide, je l'arrache. Mais j'ai pas le choix. Juste parce que je les connais aussi. Si les gens veulent vous joindre, c'est quoi le meilleur moyen, ou nomme-moi tous les moyens, là, dans le fond? C'est de nous contacter soit par téléphone ou par courriel. Mais une bonne façon aussi d'aller de l'avant avec un projet, c'est d'aller sur le site internet paysagegourmand.ca. Dans le haut de la page d'accueil, il y a un petit bouton pour faire une demande de soumission en ligne. Et puis là, on a quelques petites questions rapides, là. C'est un court formulaire qui permet de présenter votre projet. Nous, on reçoit ça. Puis là, on vous rappelle, puis on sait un petit peu de quoi qu'on parle à ce moment-là. Il y a même moyen de joindre le plan de localisation ou le certificat de localisation ou quelques photos de votre projet là, pour qu'on aille de l'avant assez vite avec le projet. Oui. Est-ce que les gens peuvent sur le site voir certains exemples? Oui, on a des photos de nos plus beaux aménagements. On a des plans d'aménagement aussi, donc ça donne une idée un peu de ce qu'on peut faire pour eux. On essaie de mettre une diversité là, de projets. Il y en a des projets que c'est des parcs municipaux. On a fait des beaux parcs municipaux, c'est vraiment le fun. Il y en a que c'est commercial, mais la plupart de nos projets, c'est résidentiel. On a fait plus que... En 9 ans, là, en 10 ans, on a fait plus que 300, je pense plus que 350.
Fait que, ouais, c'est... Je me rappelle pas de chacun des projets par cœur, mais on a aménagé là, des pieds carrés depuis ce temps-là. C'est une belle façon de changer le monde. Oui, un jardin à la fois, un jardinier à la fois. En fait, on essaie d'inverser la tendance là, qui, depuis la révolution verte, la technologie, puis les pesticides, puis tout ça qui est arrivé en agriculture. Avant ça, on avait 20% des gens qui nourrissaient le reste du monde. Puis là, on est tombé à 2% et moins. Donc là, c'est juste de renverser cette tendance-là, puis peut-être redevenir un bon 20% de gens qui jardinent au moins pour soi. Puis de recréer un peu cette force-là du nombre. Ouais. On n'est pas obligé de jardiner à grande échelle puis de nourrir tout le monde, là, mais déjà de se nourrir soi-même ou de réduire nos factures d'épicerie, ça réduit la pression sur la planète. Effectivement. C'est un mouvement qui peut, avec la masse d'un monde qu'on peut atteindre, là, qui peut créer un changement important. Puis quand on a goûté à ça, ce plaisir-là, on revient pas en arrière, puis on en contamine d'autres autour de nous. Oui. Fait que ça se propage, là. De génération en génération. De génération aussi. en génération, ouais. Fait qu'il faut être patient, faut y croire, puis il faut continuer de croquer dans la vie. Ouais, effectivement. Ouais. Ça, c'est le genre de pelouse qu'on peut implanter chez des clients. Ah, OK. C'est des pelouses écologiques. Et puis, c'est à base de trèfle, micro-trèfle. Le micro-trèfle, c'est un trèfle blanc nain qui est sélectionné pour être vraiment très court. Donc là, d'habitude, on s'en sort en passant la tondeuse 3 fois par été. C'est juste question de ne pas avoir les pieds mouillés là, après une pluie ou après une bonne rosée le matin quand on marche dedans. Mais sinon, ça monte, si on le tombe pas, ça monte à peu près 1 pied de haut. Et puis, il n'y a pas de scarabée japonais qui pondent là-dedans. Donc, il n'y a pas de problème de verre blanc. Puis, on voit, c'est un beau vert foncé, là. Est-ce qu'il faut désherber ou ça a tendance à être un couvre-sol qui empêche c'est assez vigoureux. Ça peut être dominant, ça dépend de votre type de sol. Mais souvent, quand le gazon est pas heureux et pas bien, ça peut l'être. Okay. Si c'est parce que le sol est sec, et trop sec pour le gazon, là, on a le thym rampant, qui est une autre alternative en tant que pelouse écologique intéressante. Mais nous, ici, on désherbe scrupuleusement. On n'a pas le choix parce qu'on a des plantes en pot juste à côté de nos allées. Donc, si on laisse même des graminées complètement inoffensives, là, on les laisse fleurir, faire leurs graines, elles tombent dans le pot, on plante ça chez le client, c'est pas le fun pour le client. Fait que nous, on désherbe quand il faut, comme il faut. Mais quand on fait une bonne préparation de sol, comme on l'a fait ici, cette année, on a désherbé ces 8 ou 9 rangs-là, ces 8 ou 9 allées-là, c'est peut-être 10 minutes que ça a pris. Ah, OK. Ça prend pas de temps, là, parce qu'on a bien préparé le sol. Le trèfle est vigoureux, il domine, puis finalement, il y a juste... ici, il y a un petit peu de chien-dent, là. Je veux pas que ça se développe, que ça prenne de l'ampleur, mais vu que je l'ai pris au stade 2 à 4 feuilles, probablement qu'il repoussera pas. Ça, c'est les arbres en pot. Les arbres. Ouais, puis sont entranchés. Contrairement à avant, quand on les avait sur nos toiles noires, là, on a beaucoup moins besoin de les arroser. Puis les racines brûlent pas. Le côté sud, souvent, là, d'un arbre en pot sur une toile noire, là, c'est tout brûlé, les racines. Comme dans la majorité des pépinières. Exactement, mais ici, c'est ce qu'on a vu. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut quelque chose de plus... Le bien-être végétal, c'est important. Ouais. Fait que là, on les recouvre de paillis, puis le soleil tape plus sur le pot, brûle plus les racines, donc les plantes se développent mieux. Cette partie-ci de mon terrain, là, après les arbres en pot, là, c'est en développement. Disons que c'est des plants mères qu'on observe, qu'on peut éventuellement bouturer, qu'on peut éventuellement multiplier. Mais il y a aussi là-dedans plein d'arbres que je veux découvrir, donc des fruitiers qu'on expérimente, qu'on essaie. On teste différentes choses en faisant ça, là, leur résistance au froid, aux insectes, même le port que l'arbre va prendre à maturité, toutes les particularités que ça peut avoir. Ici, il y en a justement un exemple d'une espèce de pelouse de thym rampant. Là. Puis là, il est tout en fleurs en ce moment. Je pense qu'on peut même l'entendre que ça bourdonne. Ouais.
t'as des abeilles là-dedans? Je pense que oui. Je pense que oui. Il manque pas de pollinisateurs ici, c'est sûr. Ils ont du choix aussi. Ouais. Ça doit faire du très bon miel chez les voisins qui ont des ruches. C'est un travail collectif. Ouais. Alors, merci Guillaume, ça a été une visite incroyable. Moi, je suis vraiment épatée par ton domaine gentil, merci. Abondant. C'est vraiment beau. C'est une superbe entreprise. Vous avez quand même beaucoup d'expérience, même si c'est un domaine qui est méconnu. Vous avez vraiment beaucoup d'expérience derrière la cravate. On est passionné par ce qu'on fait, on est fou de ça. Oui, ça paraît. On en mange, c'est le cas de le dire. Donc, je vous invite à communiquer avec Guillaume. C'est vraiment toute beauté. Puis ils peuvent même venir ici à Rawdon s'ils veulent voir ce bel environnement. J'ai hâte de vous accueillir ici. Ça va faire vraiment plaisir. Comme toi aussi d'ailleurs, si tu veux revenir, là, parce que comme je le disais, ça change de semaine en semaine, d'année en année. Il y a des choses qui se révèlent, puis même moi je fais des découvertes, puis j'apprends tellement ici là. Ça fait qu'on veut être inspirant pour le monde. Il suffit de venir nous voir, puis sinon, merci de faire en sorte que nos images, notre travail rayonne, puis il y a plus de gens qui vont pouvoir voir ça, peut-être même de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, absolument. On a plus de la moitié. Oui, ils viendront à Rawdon. C'est vraiment une belle région à découvrir. Puis cette entreprise-là, c'est magnifique. Merci Guillaume. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec le Paysage Gourmand. Paysage Gourmand. Appelez-nous. Il y a quelqu'un qui va vous rappeler. Parfait. Je vais mettre bien sûr tous les liens dans le fond, dans la description, si vous voulez aller voir ça. Pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde! Merci! Bravo à toi! Yeah.